Monsieur le Président, vous êtes prêt ? Chers collègues, j'ai l'honneur de présider cette commission à côté de mon président qui rapporte le texte suivant. C'est le projet de loi organique qui a été adopté par le Sénat. Monsieur le rapporteur, quelques mots avant que nous procédions à l'examen des amendements. Merci Madame la Présidente, merci de me suppléer dans ces fonctions. Mes chers collègues, il s'agit pour nous d'examiner cet après-midi un projet de loi organique modifiant la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution qui a été adopté donc, par le Sénat, comme vous l'avez dit Madame la Présidente, le mois dernier. Il tire les conséquences juridiques d'un projet qui est au fond examiné par la Commission du développement durable et qui a trait à la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il s'agit de la réforme de cette gouvernance donc, de la sûreté nucléaire afin de répondre efficacement à la relance du nucléaire. Ça nous oblige à adapter la loi organique en question, celle du 23 juillet 2010, donc, qui fixe la liste des emplois pour lesquels un avis public est émis par les commissions parlementaires qui sont compétentes. S'agissant de l'article 1er, qui fusionne dans la loi organique de 2010 l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. Il ne s'agit pas pour nous, au fond, de décider de cette disposition qui est examinée, je vous l'ai dit, dans une autre commission, qui la fusionne en une seule nouvelle autorité indépendante, une AI, créée pour l'occasion, qui serait l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'ASNR. Elle regrouperait les activités des deux anciennes entités, et le président devrait être nommé selon les mêmes modalités que les deux organes qu'elle remplace, c'est-à-dire par décret du président de la République, mais après l'avis des commissions compétentes. Ce qui justifie d'ailleurs la modification législative pour lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer et qu'il s'opère par un vote des commissions qui, si elle ne s'exprime pas par une majorité des 3/5 contre, eh bien valide alors la nomination qui est proposée par le président de la République. Et il y a un article 2 qui a été proposé également par le gouvernement dans son projet initial, qui est l'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025 de ces dispositions dans la loi organique et qui correspond là encore à une notion de coordination avec le projet de loi ordinaire. Le Sénat a adopté 3 dispositions nouvelles pour lesquelles je vous proposerai de revenir en partie. En premier lieu, parce qu'il a d'abord étendu le champ des nominations de l'article 13 en ajoutant le haut-commissaire à l'énergie atomique, considérant que ça allait de pair avec l'extension des compétences et son rattachement au Premier ministre pour mieux coordonner la politique nucléaire. Mais là, si on peut bien comprendre la coordination des politiques publiques en termes matériels, il y a une différence organique qui est fondamentale, puisqu'il nous faut, de mon point de vue, supprimer cette disposition, parce qu'elle relève d'une nomination de l'article 13 alinéa 3 et pas de l'article 13 alinéa 5, dès lors que le haut-commissaire à l'énergie atomique est placé dans une situation de subordination directe par rapport au gouvernement, c'est-à-dire qu'il est nommé sans notre avis, sans l'avis des commissions parlementaires, ce qui n'est pas le cas naturellement pour le président de la SNR qui, lui, pour le coup, fait l'objet d'un vote de notre part. Le Sénat a également supprimé la mention du Conseil des technologies de la loi organique 2010. Là, il s'agit d'un toilettage de la loi organique, puisque cette fonction a disparu par l'adoption de l'ordonnance du 1er janvier 2022, tout comme ces missions qui ont été confiées à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire. Là, pour le coup, je pense que l'ajout sénatorial peut être validé dès lors qu'il se justifie tout à fait. Et enfin, pour ce qui concerne l'article 3 adopté par le Sénat sur la procédure de nomination du haut-commissaire à l'énergie atomique, après avis des commissions compétentes, à partir du moment où on tire les conséquences du fait qu'il est nommé directement par le Premier ministre pour des fonctions qui dépendent de lui, là encore, il conviendrait, de mon point de vue, de supprimer cette disposition. C'est une procédure qui est assez allégée, puisque nous ne faisons que tirer les conséquences de l'examen au fond, et je note la présence du rapporteur Armand qui nous a rejoints, tirer les conséquences au fond des dispositions qui sont adoptées. Je précise juste que si cette discussion générale est extrêmement écourtée, c'est aussi une décision du bureau que nous avions soumise à la sagacité de vos représentants. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous examinons donc le premier amendement, le numéro 2. Monsieur Coulombe. Merci Madame la Présidente. La réforme du système de contrôle de la sûreté nucléaire répond à un objectif principal, répondre aux attentes en termes de délai et d'efficacité, et fluidifier, soit accélérer, la relance du nucléaire avec moins de contraintes, dans la continuité du discours de Belfort d'Emmanuel Macron. Elle vise donc à adapter la sûreté à la relance du nucléaire, c'est-à-dire
à satisfaire les demandes de l'exploitant, qui sont notamment de minimiser les coûts de la sécurité nucléaire dans la poursuite ou le développement de projets, elles-mêmes alignées avec la volonté politique du gouvernement qui est de fournir de l'énergie à bas prix, au mépris de la sécurité et de la sûreté nucléaire. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'en commission développement durable, les amendements qui ont refusé cette fusion entre l'IRSN et l'ASN ont été votés, en dépit d'un comportement étrange d'ailleurs de la présidence. La logique politique, économique, industrielle primerait alors sur la sécurité. Il s'agit d'une orientation particulièrement dangereuse. Auditionné en 2018 par la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité des installations nucléaires, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, déclarait « La sécurité prime sur tout. Vouloir à tout craint un prix de l'énergie bas, quitte à transgresser certaines règles de sécurité, est un mauvais calcul. Aucun argument économique ne peut venir interférer avec cette priorité. » Cette réforme constitue donc une rupture avec la structuration historique du système dual de sûreté nucléaire, pourtant particulièrement performant en France. L'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sécurité nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire reconnaît que le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection s'est développé et renforcé selon un processus d'amélioration continue après la création de l'IRSN. Nous proposons donc la suppression de cet article puisqu'il est caduc étant donné ce qui a été voté en commission et ce qui le sera, nous l'espérons, en séance. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Je vais commencer ce sur quoi nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article puisqu'il s'agit de la mention du haut-commissaire à l'énergie atomique et c'est la raison de mon amendement qui suit, le 5, pour lequel M. Armand a un amendement identique. En revanche, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est la suppression de la totalité de l'article puisqu'il s'agit effectivement de supprimer la mention de l'Agence de sûreté nucléaire et de la radioprotection. Là, sur ce sujet, d'abord, il y a des questions de fond qui sont naturellement traitées par la commission des DAT et vous avez dit qu'il y avait eu un vote qui était survenu hier. Il n'est pas évident que le projet de loi soit adopté et donc il ne puisse pas revenir dans des termes qui soient initiaux en séance. Et dans ces cas-là, il faudra refaire ce travail. C'est pour ça que je vous propose qu'on adopte quelque chose qui soit prêt à l'emploi pour notre commission. Il n'est pas évident non plus que, par ailleurs, ça nous a pas un rétablissement en séance. Et par ailleurs, c'est le gouvernement qui tirera toutes les conséquences s'il faut soumettre ou pas ce projet de loi organique aux voix après l'examen au fond du projet de loi ordinaire. Et quant au fond des choses sur la question du rapprochement de l'ASN et de l'IRSN, à titre personnel, mais ça n'est pas l'objet encore de la discussion ici, je pense que ça a un intérêt d'abord parce que les activités de l'IRSN sont préservées, elles sont maintenues au sein de la nouvelle agence, que ces agences, elles travaillent évidemment main dans la main au quotidien et que la nature même de l'instance nouvelle qui est créée, c'est-à-dire une AI, et souvent dans cette commission, on souhaite que des AI soient créées parce qu'elles ont par essence la qualité d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du gouvernement, eh bien, écarte certainement une partie des craintes que vous avez exprimées. Donc moi, je proposerais qu'on rejette, en tout cas, j'ai mis un avis défavorable à votre amendement au profit des amendements 5 et 3 qui viendront à la suite. Monsieur Paris, ensuite Monsieur Molac. Merci, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur. J'irai dans le même sens que notre rapporteur, c'est-à-dire que il est vrai quand même que devant notre commission, c'est une situation un peu originale, qu'on rencontre assez rarement. C'est-à-dire que nous sommes totalement liés aux décisions qui peuvent être prises sur le fond d'un sujet que nous n'avons pas à traiter, mais nous sommes indépendants en termes de procédure, évidemment, de procédure législative. Quel que soit le résultat qui sera donné sur le fond en séance après l'avis négatif de la commission des DAT, nous avons, nous, à nous prononcer pour le cas où cette position serait différente. Et nous espérons évidemment qu'elle sera différente, puisqu'en réalité, il s'agit rien de moins que favoriser l'indépendance énergétique de la France et de réunir des organismes qui ont une même finalité en une autorité administrative indépendante, plus efficiente, plus efficace. Nous n'allons pas réaborder le fond, ce n'est pas le lieu. Nous considérons effectivement, comme l'a très bien dit monsieur le rapporteur, que nous avons un nettoyage à faire pour ce qui concerne la compétence de la commission des lois, c'est-à-dire la manière dont elle aura à se prononcer sur la désignation du président ou des présidents successifs de la nouvelle autorité. Raison pour laquelle il nous paraît assez évident qu'il faut ne pas suivre cette proposition de suppression et se ranger derrière les deux amendements successifs qui viendront.
Je vous remercie, Monsieur Molac, et ensuite Madame Garrido. Oui, mais merci Madame la Présidente. Donc je vais suivre les collègues de la France Insoumise. Je regrette finalement qu'on revienne encore avec cette fusion ASN-IRSN une fois de plus, alors que ça a déjà été refusé par notre Assemblée, que ça provoque un certain émoi dans une partie de la population parce que l'énergie nucléaire, à tort ou à raison, mais a eu, disons, une aura quelque peu sulfureuse. Et il y a un certain nombre... C'est une énergie qui est sans doute plus dangereuse que les autres. Et nos concitoyens sont très sourcilleux quant à la sécurité. Et... Alors je vois bien la fusion entre les deux. Bon, je suppose que c'est un retour de bâton avec quand il y a eu la corrosion dans nos centrales, mais je pense qu'on n'a aucun intérêt à avoir quelque chose qui ne soit pas clair, parce que ça va faire peur à nos concitoyens et finalement ça jouera au bout du compte contre la filière nucléaire. Donc moi je pense que, enfin en tout cas je suis très opposé à cette fusion. Madame Garrido, et nous passerons au vote. Chers collègues, nous avons eu, et ça a été dit avant moi, l'occasion en tant que législateur de dire que nous n'étions pas d'accord avec l'idée même de fusion entre l'IRSN et l'ASN. L'ASN. Et pourtant, à chaque fois, l'exécutif impose aux députés que nous sommes de remettre le sujet sur le tapis, un peu comme dans ces occasions de notre histoire, où quand on avait voté non à des référendums, par exemple, la chose revient par la petite fenêtre. Alors là, nous, en tant que commissaire aux lois, on nous demande d'anticiper sur une prérogative qui est une prérogative présidentielle, qui est celle de son pouvoir de nomination de certains hauts commis de l'État au titre des pouvoirs que le président détient sur le fondement de l'alinéa 5, l'article 13 de la Constitution. Et c'est sur ce point que je voudrais dire les mots suivants. C'est un cas d'école du problème, en réalité, de ce trop-plein de pouvoir de nomination du président. Est-ce que c'est vraiment tout à fait justifié que le président nomme et ce pouvoir personnel, bien sûr avec des procédures, et nous les connaissons ici parce que nous avons toutes ces procédures, article 13, nous faisons les délibérations, les examens, les auditions afférentes à cette procédure-là. Mais néanmoins, il s'agit quand même d'un pouvoir de nomination du président de la République sur plus de 50 commis de l'État, notamment les autorités administratives indépendantes, mais pas seulement, ce qui a tendance à renforcer cette idée dans les hautes sphères de l'État, de gens qui ne doivent leur existence économique, politique, juridique qu'au président. Donc, pour moi, dans la réflexion sur l'importance relative qu'a le pouvoir législatif vis-à-vis de ce trop-plein de pouvoir exécutif, justement, la question des pouvoirs de nomination du président est un sujet important. Je ne voulais pas manquer de le souligner aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement numéro 2 qui a reçu un avis défavorable de notre rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous en venons à votre amendement, monsieur le rapporteur, le numéro 5. Il est défendu, il vient d'être expliqué. Est-ce que monsieur Armand voudrait défendre le 3 ? Merci Madame la Présidente pour votre accueil dans cette commission. Monsieur le rapporteur, pour aller dans le sens de ce que vous avez pu dire en introduction, nous relevons qu'il serait extrêmement risqué d'un point de vue constitutionnel, voire manifestement anticonstitutionnel, qu'un haut commissaire sous l'autorité hiérarchique directe du gouvernement, notamment parce que l'article 20 de la Constitution prévoit que le gouvernement dispose de l'administration, eh bien qu'il puisse être nommé selon la procédure de l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ça ne correspondrait pas non plus ni aux fonctions passées, ni aux fonctions actuelles, ni aux fonctions souhaitées du haut commissaire, qui est bien un conseil à la disposition du gouvernement avec toutes les notions de confidentialité que cela implique, notamment en matière de défense et de sécurité nationale. Je vous remercie. Je vais mettre... Ah oui, un avis, mais c'est... Naturellement favorable. Naturellement favorable. Pardon, c'était naturellement que j'en avais déduit la même chose. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 5 et le 3, qui ont reçu un avis favorable du rapporteur. Et qui est pour ? Qui est contre ?
Ils sont adoptés. Ils font tomber le numéro 1. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets l'article 2. L'article 2 n'a pas été amendé. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 3, monsieur le rapporteur, votre amendement numéro 6. Là encore, il tire les conséquences de ce que j'ai dit en discussion générale sur la suppression de la nomination au titre de l'article 13 avec par les commissions parlementaires après avis du haut-commissaire à l'énergie atomique. Donc, amendement de suppression. Monsieur Armand, l'identique 4. Oui, défendu, je me range aux avis du rapporteur. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques 6 et 4 avec un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et je mets aux voix l'ensemble du texte. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous rends votre siège comme tu veux. Tu es en séance? Monsieur le rapporteur, Alfondari. C'était pas plus mal que comme on n'est pas en séance, ça fera passer les pieds. On est en séance. On en était à Monsieur Mandon. On a encore DG. Oui. Pardon, monsieur le maire, monsieur le rapporteur. Je suis un tout petit peu perdue. On reprend donc le texte que nous avions interrompu à 13h aujourd'hui avec monsieur le maire rapporteur et nous en étions au cours de la discussion générale au groupe démocrate. Monsieur Mandon, c'est à vous. Merci. Merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur. Chers collègues, le groupe démocrate se félicite de l'initiative prise par notre collègue Didier Lemaire et ses collègues du groupe Horizon en faveur de la valorisation de la réserve communale de la sécurité civile. Bâtie sur le volontariat bénévole, facultatif pour les communes qui en assument la charge financière et ont la liberté de l'organiser comme elles l'entendent en fonction de situations locales et de leurs besoins particuliers, les réserves communales constitue à l'évidence une réponse de terrain concrète. Mais le rapporteur l'a indiqué ce matin, il s'agit d'un instrument encore insuffisamment connu. La création de ces réserves, il y a déjà une vingtaine d'années, résultait déjà de différents retours d'expérience, la gestion de catastrophes majeures ou de certaines crises ayant montré la nécessité de disposer lors d'opérations de secours d'un soutien logistique. Les bonnes volontés devenant, selon cette logique, les auxiliaires efficaces de nos sapeurs-pompiers ou des services d'urgence. L'épisode de la Covid-19 nous a d'ailleurs livré ces enseignements depuis. Nous avons également en tête les méga-feux de Gironde. Il convient sans aucun doute de renforcer nos moyens, les moyens nécessaires à la gestion des crises graves. La commune, l'échelon de proximité par excellence, est en capacité de recenser les personnes désireuses de s'engager en cas de crise, de définir leurs compétences, leur disponibilité et d'assurer la formation et l'encadrement. Il s'agit de se doter au niveau communal, voire intercommunal, d'un instrument permanent de mobilisation civique. Cet instrument donc a fait ses preuves et ne demande qu'à être soutenu et développé. Et c'est précisément l'objet de la proposition de loi qui nous est soumise. Elle prévoit ainsi d'agir au service de l'intérêt général à partir des acteurs de la réserve communale, la commune et ses élus, l'employeur et le salarié, l'élève ou l'étudiant. Je citerai tout d'abord donc les élus municipaux, puisqu'il faut d'abord une délibération du conseil municipal pour créer la réserve communale, et le maire ensuite en tant qu'autorité de gestion, auquel il convient de donner plus de latitude et de flexibilité pour mobiliser la réserve communale et en supprimant la limite de durée instituée initialement. L'assouplissement proposé à l'article 1 nous semble utile. Il y a l'employeur également qui dispose d'un délai pour notifier son possible refus d'autoriser le salarié à quitter son poste, ramené dans le texte à 24 heures en cas de crise majeure. Nous entendons évidemment la difficulté que cela peut générer pour certaines entreprises. Il ne nous semble pas nécessaire de compliquer à l'excès
mais de donner un cadre juridique à des situations exceptionnelles tout en permettant la réactivité qui s'impose. Et puis, il y a l'élève ou l'étudiant réserviste qui pourra faire reconnaître et valider ses compétences acquises au sein de la réserve grâce à la VAE. En ciblant ces 3 leviers, alors que la sécurité civile rencontre un certain nombre de difficultés, il s'agit de développer des moyens et une culture de la sécurité civile à l'échelle de la commune, lorsque celle-ci doit faire face à des situations de catastrophe qui mettent en danger les populations et imposent de mobiliser pour prévenir, informer, alerter. Ce renforcement de la présence de la réserve communale dans le continuum de sécurité locale fait également sens au plan national. Plus largement, la diffusion de la culture du risque et de la résilience dans la population française constitue, à n'en point douter, un enjeu majeur en ces temps troublés où, hélas, nous le sentons bien, les menaces s'accumulent. Il faut donc inciter nos concitoyens à s'informer, à mieux connaître les comportements de sauvegarde, les bons réflexes, tout comme les modalités d'alerte au cas d'événements graves lorsque la situation l'exige face aux risques naturels ou technologiques auxquels nos concitoyens sont exposés. À cet égard, je voudrais mentionner l'objectif ambitieux du maillage du territoire avec la mise en œuvre des plans communaux de sauvegarde et dans le même temps la mise en place de la Journée nationale de résilience qui décide un nouveau modèle de sécurité civile. Et nous l'approuvons, bien entendu, parce que c'est une démarche vertueuse. Merci. Je vous remercie. Oratrice suivante, Madame Regol, qui est attendue en hémicycle également, au nom du groupe écologiste. Merci Madame la vice-présidente, Monsieur le rapporteur. Je vais tuer tout suspense. Nous soutiendrons votre texte. Cependant, je crois qu'il y a quelques mots qui manquent dans votre introduction et dans votre contextualisation, notamment celui de réchauffement climatique, qui aggrave aujourd'hui, au quotidien, durement et jusque dans leur chair, le travail de notre sécurité civile. Et si chaque moyen est bon pour venir les aider, il ne s'agit là que de compenser. Vous le savez comme moi, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de moyens réellement mis à disposition de la sécurité civile en termes de personnes et de moyens globaux en termes d'organisation. Trop souvent, nos pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, se retrouvent coincés des heures aux urgences parce que les moyens ne sont pas mis pour arriver à prendre en charge. Une charge qui pèse sur le reste de leur activité, qui n'est plus disponible. Aujourd'hui, l'essentiel de leur travail, en zone urbaine en particulier, c'est de ne plus avoir le temps de faire autre chose que de l'aide à la personne, que de l'aide aux malades, que faire ce qui n'est plus fait ailleurs. Alors oui, chaque petite aide sera toujours bien, mais la priorité, je serai très rapide puisque je dois aller intervenir en séance. Je rappelle que c'est quand même très inconfortable d'avoir en même temps à défendre un texte en commission et à intervenir sur un texte en séance. Et donc, pour faire bref, monsieur le rapporteur, je pense que nous partageons la nécessité aujourd'hui de nous donner tous les moyens aux services publics pour protéger la population. C'est une goutte d'eau que vous nous proposez. Nous voterons donc la goutte d'eau. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Caramanli. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, effectivement sur le texte, sur la réserve communale de sécurité civile que nous examinons aujourd'hui, dont nous discutons aujourd'hui, il vise bien sûr à encourager nos concitoyens à rejoindre ces réserves communales et notamment les plus jeunes. Et nous le partageons. La proposition supprime aussi le plafond annuel de 15 jours ouvrables imposé aux réservistes membres d'une réserve communale de sécurité civile et renvoie donc à la convention conclue entre l'autorité de gestion de la réserve et le réserviste le soin de fixer celle-ci. Parallèlement, la proposition pose le principe de validation dans l'enseignement supérieur des compétences acquises aux réservistes communaux de sécurité civile et de son extension aux élèves de l'enseignement secondaire qui peuvent souscrire un tel engagement. J'ai 3 observations, monsieur le rapporteur, et questions. Vous évoquez dans la note des travaux menés l'existence de 679 réserves, ce qui vous le constatez un peu aussi par rapport aux 35 000 communes qui comptent le territoire national. Combien de réservistes donc sont contractés? Ce serait intéressant qu'on puisse l'avoir, ce chiffre-là. Deuxième élément, par ailleurs, vous ne mentionnez pas ni campagne d'information
ou de sensibilisation en direction du grand public, comme cela a pu être fait pour la réserve sanitaire en direction des professionnels de santé, ni étude sur les profils des personnes engagées aujourd'hui. Avez-vous des éléments à nous communiquer sur ce sujet, peut-être? Et puis, le dernier élément, sur les directions générales du ministère de l'Éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur ont été entendus par vos soins et ont répondu justement sur le cadre légal existant et à modifier justement l'enjeu qui reste celui d'une politique transversale à mener auprès des jeunes. S'il vous plaît. De nombreux dispositifs au sein du système éducatif existent, mais peu de données existent sur ceux qui sont déclinés opérationnellement et ils marchent. Et un rapport de France Stratégie, il y a quelques années, notait justement une grande inégalité dans la reconnaissance, la facilitation du bénévolat au sein du système éducatif. Alors, pour conclure, si la mesure donc paraît aller de soi, en soi, nous sommes face à un enjeu justement de politique transversale qui nécessite une mobilisation forte et des moyens utiles et adaptés à l'appui. Je vous remercie pour votre écoute dans ces conditions un peu difficiles de prise de parole, mais en tout cas, voilà, nous attendons un petit peu quelques éléments et bien sûr, nous soutiendrons cette initiative. Et j'en suis bien navrée, Madame Karamanli. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous répondre aux orateurs? Oui, je vais le faire. Bien sûr. Merci Madame la Présidente. Effectivement, nous reprenons cette séance et il me paraissait important de pouvoir revenir sur quelques-uns des propos qui ont été faits. Alors tout d'abord, remercier mon collègue Philippe Pradal, puisqu'il disait dans ses propos le fait d'avoir une réponse communale, et c'est bien l'objet de cette PPL, puisqu'elle est faite pour répondre au plus près du terrain. Et à travers cela, une réponse et des réponses engagées et efficaces. Monsieur Chenevard, chers collègues, je sais aussi votre engagement au sein de la protection civile, puisque vous faites état, et évidemment, je m'en réjouis, de travailler ensemble au bénéfice de cette sécurité civile à laquelle nous sommes tant attachés à notre pays. Et comme vous le disiez, les crises sont multiples, qu'elles soient d'ordre naturel, technologique, sanitaire, comme nous avons pu le voir, mais également sur le point sécuritaire, puisque le risque attentat, nous ne pouvons pas l'écarter. Effectivement, c'est un panel de risques auxquels il va falloir se préparer. Et je suis d'accord avec vous, puisqu'il faut valoriser les réserves communales de sécurité civile qui sont un ensemble d'acteurs. Vous donniez des chiffres très intéressants, puisque entre les sapeurs-pompiers, on aura l'occasion d'y revenir dans les discussions qu'on aura tout à l'heure, et les les associations agréées de sécurité civile, c'est un bassin de 500 000 citoyens. 500 000, ce n'est pas rien, et c'est une force de réaction, en tous les cas, face au risque, et je crois que c'est très important, je voulais le souligner. Suite aux propos de notre collègue, le député Rancoul, tout comme vous, je me réjouis qu'on puisse parler ici de sécurité civile. Je crois que nous le faisons à plusieurs reprises ici à l'Assemblée nationale. Vous faites état d'actions des fois insuffisantes de la part du gouvernement. Il ne m'appartient pas de commenter cela, mais je crois qu'il y a des choses qui ont été faites. Nous avons pu voir les moyens qui ont été mis en place à travers les méga-feux, à travers différentes crises, que ce soit pour le Pas-de-Calais. Je crois que le ministre de l'Intérieur s'est positionné là très récemment sur un Beauvau peut-être de la sécurité à partir du mois d'avril. Faut-il que les maires connaissent mieux, et également les citoyens, les réserves communales de sécurité civile? Oui, chers collègues, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est encore trop peu, et je reviendrai sur les propos qui ont été transmis là-dessus. Je ne peux ne pas rebondir sur le côté transpartisan de ce sujet. Nous l'avons vu à travers la mission d'information, nous le voyons à travers cette PPL, et je vous remercie toutes et tous pour les propos que vous avez tenus à ce sujet. Monsieur Coulombe, à travers les crises de méga-feux, concernant les feux de forêt, j'ai bien compris que vous partagez l'esprit de cette PPL, mais qui est insuffisant à votre regard, puisque la loi ne va pas assez loin. Mais en fait, l'idée de cette PPL se veut... Je le disais, transpartisan, c'est un sujet, mais également qu'elle soit pragmatique et efficace. Dans le cadre, notamment, d'une PPL de niche, il me paraissait inopportun de faire un sujet tel que la sécurité civile dans une niche quand on sait comment les choses se déroulent. Donc, c'est une amorce
en la matière. Ça a été dit à plusieurs reprises, ça représente 600 et quelques réserves communales de sécurité civile sur plus de 35 000 villes. Ça veut dire qu'il y a un travail considérable à faire sur ce sujet-là. Donc c'est l'objet, en tous les cas, de ce sujet. Monsieur Pauget qui nous disait que, évidemment, les réserves communales viennent, je crois que dans les Alpes-Maritimes, c'est prégnant et je le salue. Tout comme notre collègue Chenevard, et qu'il faut plus de flexibilité puisqu'ils viennent en soutien des sapeurs-pompiers. C'est effectivement quelque chose de très important, y compris parce qu'ils n'ont pas les mêmes missions. Les sapeurs-pompiers sont sur des missions, j'allais dire, de secours et d'urgence, et les réserves communales seront sur des missions de soutien et d'accompagnement à la population auprès de leurs maires. Monsieur Mandon, sur la réponse locale du terrain, j'ai déjà pu m'exprimer, je vous rejoins là-dessus effectivement. Et sur l'importance de l'acculturation, nous l'entendons, l'acculturation et de la population et des élus sur ces risques, parce que ce sont les premiers acteurs lorsqu'il y a une crise, avant d'avoir des acteurs, qu'ils soient sapeurs-pompiers, qu'ils soient des associations agréées, qu'ils soient départementales, zonales ou même nationaux. Les premiers acteurs, c'est d'où, j'allais dire, cette proposition de loi pour mettre en avant les réserves communales et sur le rôle des élus et des citoyens. Madame Rigol nous le disait juste avant de nous quitter, le fait que c'est une goutte d'eau, je le dis et je le répète, c'est un début. Moi, je crois qu'on va bien au-delà de ça. C'est une proposition de loi qui répond, qui a une cohérence et qui répond au plus près du terrain, en tout état de cause, sur les mots qui manqueraient à cette PPL, sur le dérèglement climatique. Évidemment qu'on ne peut pas tous les mettre, les aligner. Je vous disais que les crises sont multiples factorielles, elles sont sécuritaires également, et c'est bien l'ensemble de ces éléments-là que les choses seront reprises. Enfin, Madame Karamanli, je vous rejoins sur ce que vous avez dit concernant les réserves communales, mais également sur l'implication des jeunes. C'est pour ça que nous le verrons tout à l'heure sur les différents articles que nous proposons pour mettre en avant ces jeunes et en tous les cas de pouvoir les récompenser de leur acte citoyen avec peut-être cette sensibilisation, ça a été dit à plusieurs reprises, sur le grand public. Je crois que c'est fondamental, vous avez raison de le dire, et qu'on commence par cela. Et quant aux échanges que j'ai eus avec l'Éducation nationale, autre sujet très important sur le fait que ce sont des sujets interministériels et qu'évidemment, elles doivent être transversales. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en propos introductifs. Je vous remercie. On peut poser une question On a fini la discussion générale, mais je pense que Madame Karamanli, je vous donnerai la parole sur le premier amendement. Ça sera à l'occasion de... Je vous remercie. Le premier amendement, c'est avant l'article 1er, le numéro 10, Monsieur Chenevard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'article L724-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les SDIS ont la capacité de conventionner directement avec un maire pour assurer une forme de gestion, d'organisation des réserves communales de sécurité civile. On a vu d'ailleurs, ça a été rappelé, qu'il y avait aujourd'hui peu de communes qui avaient organisé leurs réserves communales de sécurité civile. Certes, ça n'a aucun caractère obligatoire, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi il y a peu de communes qui organisent cela, tout simplement parce qu'en fait, quand vous avez des bénévoles, parfois vous passez beaucoup de temps à les encadrer, et quand vous gérez une crise, si vous passez en plus du temps à encadrer les bénévoles, c'est extrêmement peu productif. Donc l'idée de cet amendement, c'est de faire en sorte qu'au même titre que les sapeurs-pompiers, que les associations agréées de sécurité civile puissent concourir dans les mêmes conditions, j'allais dire, au soutien à l'organisation, à la gestion des réserves communales de sécurité civile. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Merci Madame la Présidente. Je comprends le sens de votre amendement, chers collègues. Néanmoins, comme vous l'avez dit, nous savons que les réserves communales sont déjà sous la responsabilité de leur maire, évidemment, des SDIS, mais également des EPCI. Et donc, elles restent dans la sphère publique. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'à travers cette difficulté, nous le disons, 600 et quelques réserves communales, le chemin est encore long à parcourir. Nous avons également un grand travail encore d'acculturation, évidemment des citoyens, mais également des élus. Et je pense que dans le cadre de la niche, bien sûr, ça mériterait mieux. Mais pourquoi je suis défavorable à votre amendement ? Parce que je crois que ça enlèverait un petit peu le sens de ce que l'on veut donner à travers cette PPL sur les réserves communales de sécurité civile. D'où mon avis défavorable, chers collègues, mais néanmoins, je me permets de rebondir parce que sur le fond,
Je vous rejoins. Vous savez qu'actuellement, il y a donc ce rapport qui va être fait, dont je suis le rapporteur, sur la mission d'information sur nos capacités d'adaptation et d'anticipation de la sécurité civile, qui englobera la sécurité civile au sens large. Et je pense que dans des préconisations, nous pouvons avoir à travailler ensemble sur ces sujets-là. Madame Caramoli, à qui j'avais promis la parole, et ensuite Monsieur Chenvar. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, même si on n'a pas là en commission un retour sur justement les constats que nous avons faits au niveau de l'éducation nationale sur des dispositifs qui existent mais qu'on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir être, je dirais, efficace dans la loi que nous pouvons faire, je souhaiterais effectivement, nous souhaiterons au niveau du groupe qu'on puisse avoir quelques éléments d'ici la séance, parce que c'est aussi des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler pour améliorer, et ça rejoint totalement votre engagement par rapport à ce que nous cherchons à faire, comment mobiliser aussi les jeunes, mais nous manquons énormément d'éléments. Ça a été aussi signalé par la France Stratégie, et je pense que ce serait utile en vue de bon, il y a le rapport qui est publié, mais en vue de l'examen en séance, parce que nous aurons ces questions-là, ce serait bien qu'on puisse en débattre en séance. Merci. Merci à vous. Monsieur Coulombe, vous aviez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, nous sommes en commission des lois et nous étudions ce texte sur la réserve communale de sécurité civile. Au même moment se déroule en séance un autre texte très important sur les discriminations raciales et religieuses en séance, et qui est également du cœur de la commission des lois. Donc il est impossible pour nous de nous dédoubler en tant que députés pour participer aux deux examens, ce qui est quand même une anomalie totale de notre point de vue. Cela nuit à la qualité et à la cohérence du travail parlementaire. Et je vous rappelle que ce matin encore, vous avez voté une loi qui autorise le cumul des mandats, alors qu'avec un seul mandat, on n'arrive déjà pas à satisfaire les deux travaux, celui en séance et celui concomitant en commission. Je vous rappelle également que pour s'être plaint déjà de ce dysfonctionnement, Hugo Bernalicis avait été sanctionné par la présidence. Donc je vous annonce que, chers collègues, nous quittons cette commission, et deux, nous allons nous plaindre auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, parce que ceci n'est pas une situation de travail acceptable pour les commissaires aux lois que nous sommes. Merci. Monsieur Coulombe, nous partageons avec vous la difficulté du moment. Nous étions ce matin avec 3 autres PPL. Monsieur le Président Houllier avait prévenu que nous serions dans cette situation-là. Malheureusement, l'agenda de la commission est fait de telle sorte qu'on n'est pas toujours dépendant de ce qui se passe en commission. On ne sait pas ce qui se passe en commission. Et de maintenant à ce soir minuit, ce ne seront que des textes examinés par la commission des lois en séance. Donc nous n'avons qu'une seule solution aujourd'hui, c'est d'étudier ce texte, parce qu'à cet instant, moi je ne dis pas au groupe Horizon, tant pis pour votre niche. Donc nous poursuivons, j'en suis vraiment navrée. Pour l'instant, c'est la discussion générale. Il n'y a pas tant d'amendements que ça. On doit pouvoir, si on se plie à une certaine discipline, sans censure de la prise de parole, à examiner ce texte. Monsieur Chenvar avait un mot sur son amendement. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, compte tenu des éléments qui ont été proposés par Monsieur le rapporteur, notamment dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, je propose le retrait de mon amendement. Je vous remercie, chers collègues. Nous attaquons les amendements à l'article 1er. C'est encore vous, Monsieur Chenvar, l'amendement numéro 9. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. J'ai rappelé il y a quelques instants l'importance en fait de la place des associations agréées de sécurité civile. Monsieur le rapporteur l'a rappelé, 250 000 personnes sur le territoire national qui sont en fait l'équivalent du pilier des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ces 250 000 personnes sont totalement organisées, hiérarchisées, entraînées, diplômées, équipées, au même titre que leurs camarades de l'autre pilier, avec une différence, c'est qu'ils sont totalement bénévoles. Et donc, dans cette capacité à être opérationnels tout de suite, parce que maîtrisant parfaitement l'ensemble des techniques dans l'organisation des secours et dans le retour à la vie normale, parce que très souvent, on oublie cet élément, une fois qu'une crise est passée, il y a un état qui s'appelle l'état du retour à la vie normale et qui prend beaucoup de temps. Cet amendement propose tout simplement que les associations agréées de sécurité civile puissent entrer en bloc, contractualisées en bloc par le biais du président de l'association départementale ou locale,
avec le maire, de sorte que le maire qui l'a souhaité puisse disposer d'une machine organisée, entraînée. Merci. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Votre avis? Oui, effectivement, tout a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis pour une addition des forces et non une division, et c'est donc un avis favorable sur votre amendement. Alors, il y a une réaction ici, chers collègues, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, j'ai plusieurs réserves parce que du fait que vous ayez retiré votre premier amendement, je ne sais pas si cet amendement a pour le coup un sens, parce qu'il allait, je pense, en complément de ce premier amendement. Ensuite, la rédaction me pose un petit peu problème. Je trouve qu'elle est un peu brouillonne, et surtout, vous positionnez le fait de mettre les associations agréées de sécurité civile en position en règle plus qu'en exception, et vous mettez donc en second plan les réserves communales gérées directement par le maire. Je pense que ça aurait été plus judicieux de le tourner autrement, de mettre d'abord la rédaction actuelle qui concerne donc les réserves communales et après les associations, plutôt que de le mettre dans ce sens-là. Je vais procéder au vote de cet amendement. Une explication sur votre amendement numéro 9, monsieur Chenvar. Madame la Présidente, très brièvement, tout simplement, il ne s'agit pas de créer une exception, hein. Il s'agit seulement de permettre aux maires, à côté des gens qui vont venir bénévolement s'inscrire dans la réserve communale de sécurité civile et qui vont signer un contrat avec le maire, de faire en sorte que pour aller plus vite et pour qu'on puisse en bloc engager une association agréée de sécurité civile, que ce dernier, le maire, signe un contrat directement pour qu'au moment voulu, il puisse engager très vite ces structures. Je vais donc mettre aux voix votre amendement numéro 9 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement suivant du rapporteur, le 16, il est rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 17 également. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons au vote de l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Il est adopté. Article 2. L'amendement numéro 3 est défendu par monsieur Coulombe. Oui, merci Madame la Présidente. Alors très rapidement, bien évidemment, puisqu'il faut se rendre disponible pour la séance, cet amendement souhaite consacrer une autorisation d'absence de droit pour les personnes souhaitant s'engager dans la réserve communale de sécurité publique. Actuellement, l'article L 724-7 du Code de la sécurité intérieure prévoit que le salarié doit obtenir l'accord de son employeur. Dans une logique de facilitation et d'encouragement à ce type d'engagement bénévole, nous proposons de renverser cette logique en prévoyant que l'autorisation d'absence soit de droit, tout en conservant la possibilité pour l'employeur de la refuser par une décision motivée. Monsieur Coulombe, je me permets de vous demander, est-ce que ça vaut... Vous en aviez deux consécutifs, le 1 également? Ou est-ce que vous... Oui. Ça vaut pour le... Oui. Merci beaucoup. Défense commune, merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, non, c'est à vous de nous donner votre avis sur les deux amendements, 3 et 1. Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, sur l'amendement 3 et 1, donc les deux prochains, c'est un avis défavorable. Pourquoi? Parce que il ne me semble pas respecter un juste équilibre. Nous le voyons lorsque vous apportez la contrainte d'absence de droit des réservistes, c'est un petit peu comme ce qui peut se passer chez les sapeurs-pompiers volontaires, puisque ça rend notamment en cas d'embauche réticents les différents employeurs. Ça, c'était la première remarque. La deuxième étant qu'il faut aussi retenir l'aspect économique, qu'elle soit pour un artisan, une entreprise ou une société. Ensuite, sur l'article 2, tel que je l'ai rédigé, réduit le délai dans lequel l'employeur peut notifier un refus à son salarié désireux d'exécuter ses missions de réserviste pendant son temps de travail, qu'il ramène à 24 heures uniquement en cas de crise majeure, et pas à tout va, parce qu'à travers les réserves communales, ils peuvent aussi intervenir dans le cadre de prévention et que ça ne nécessite pas forcément une absence vis-à-vis de l'employeur. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Rancoul, vous vouliez réagir à ces deux amendements? Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi,
Je pense, enfin, déjà, les pompiers volontaires n'ont pas la possibilité d'être détachés automatiquement par leur employeur. Il faut un accord avec un délai. Je ne vois pas pourquoi, au niveau des réserves communales, on les détacherait de fait sans l'accord de l'employeur. Et puis la rédaction de la PPL, je pense, va déjà largement dans ce sens-là, en limitant drastiquement ce délai, en le passant à 24 heures, ce qui me semble déjà favorable, sachant que s'il le refuse, l'employeur doit quand même justifier pourquoi. Il doit y avoir une nécessité de service. Donc on votera contre ce premier amendement. Sur le second, on parle d'une semaine à 48 heures dans la PPL, on descend à 24 heures, donc ça va un peu en contradiction. Vous posez un premier amendement pour détacher quasiment immédiatement les réservistes, et dans le deuxième, vous passez de 24 à 48 heures, contrairement à la rédaction actuelle, donc ça va un peu en contradiction. Monsieur Coulombe. Oui, en fait, les deux choses sont différentes. Il y en a une qui concerne, on va dire, la hiérarchie, en quelque sorte, de transmission des réquisitions, de la mobilisation, en quelque sorte, des réservistes. Et puis la deuxième, c'est sur le délai. Mais on n'est pas toujours garanti de la gravité des événements sur lesquels doivent intervenir les réservistes. Donc, nous, on considère qu'il faut privilégier l'urgence de la réaction, la disponibilité des réservistes à l'évaluation qui ne doit pas être du fait de la responsabilité d'un employeur. Ensuite, le délai, bien évidemment, dans la même logique, et sans qu'il y ait une interaction entre les deux, il faut que la réaction se fasse dans un délai, bien évidemment, adapté à la violence et à la rapidité, parfois, des phénomènes qui se produisent. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces deux amendements. Le premier amendement, le 3, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le numéro 1, avec le même avis, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le suivant, celui de M. Zulesi, le 11, n'est pas défendu. M. Bru, le 15. Oui, merci Madame la Présidente. Toujours à propos de cette application de la réserve communale de sécurité civile, l'amendement proposé permettrait à l'employeur d'avoir un délai ramené à 48 heures au lieu de 24 heures. Dans le texte actuel, c'était 15 jours. La PPL prévoit 24 heures et je propose que ce soit 48 heures. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire souvent à des petites entreprises, notamment artisanales, et il me paraît difficile de pouvoir exiger une réponse de l'employeur dans un délai aussi bref, notamment en période de vacances, en période de week-end ou s'il y a des jours fériés. Naturellement, ce délai de 48 heures peut être évidemment réduit à 1 heure ou même pas. C'est un délai maximum, mais il me semble que 48 heures vaut mieux que les 24 heures qui sont prévues par ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement numéro 15, il y avait une discussion commune, mais c'est une erreur technique. On va mener les deux discussions séparément. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, alors effectivement, nous étions au départ, avant cette proposition de loi, sur plus d'une semaine, je crois. La proposition a été faite à 24 heures, suite aux éléments que j'ai pu donner. Bon, d'une semaine, 24 heures, vous proposez 48 heures, voilà, de manière à pouvoir être acceptable. Oui, maximum. Je propose un avis favorable sur les 48 heures. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 15 avec un avis favorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le numéro 18, monsieur le rapporteur, est un amendement rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets aux voix l'article numéro 2. Qui est pour l'article 2 ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous en venons à l'article numéro 3. Monsieur le rapporteur, l'amendement 20. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, ça faisait suite à des auditions, cet amendement mené la semaine dernière avec l'Éducation nationale qui proposait de changer la notion de validation qui est actuellement employée à l'article 3 et trop complexe à mettre en œuvre, d'après les échanges qu'on a pu avoir, et donc ce qui nous permet d'être sur un mot plus, j'allais dire, plus consensuel plutôt que validation. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 20 du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 19, monsieur le rapporteur, est rédactionnel. Je le mets aux voix directement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'article 3...
Qui est pour l'article 3? Eh oui. Qui est contre? Il est adopté. L'article 4 n'est pas amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 4, l'amendement numéro 5, Monsieur Coulombe. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, notre groupe, la France Insoumise, souhaite que les personnes qui s'engagent au sein d'une réserve communale de sécurité civile voient cet engagement être reconnu par la nation. Bien qu'il ne s'agisse que d'une reconnaissance symbolique, il apparaît important que la nation rende hommage et distingue celles et ceux qui, parmi nos concitoyens, donnent de leur temps au sein des réserves communales de sécurité civile. Et pour cela, bénéficier d'une distinction ou d'une récompense est un moyen de dire à celles et ceux qui s'engagent notre reconnaissance, et cela leur permet d'être considérés pour leur engagement. Des dispositions similaires ont été mises en place pour reconnaître et saluer l'engagement des bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Et faire de même pour les bénévoles des réserves communales de sécurité civile apparaît ainsi pertinent et permettra de mettre tous les acteurs de la sécurité civile sur un pied d'égalité. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. En effet, je vous rejoins après avoir réfléchi sur ce sujet, sur un avis favorable, parce qu'elle permettrait notamment d'inciter les citoyens à rejoindre les réserves communales de sécurité civile. C'est ce que l'on recherche et c'est ce qui s'inscrit pleinement dans le cadre de cette PPL, du fait de pouvoir faire le lien avec cette jeunesse, notamment dont je parlais et dont nous parlons tout à l'heure encore, sur les étudiants et sur les élèves à pouvoir s'engager et à être reconnus pour leur action citoyenne. Donc un avis favorable. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 5 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 13 n'est pas défendu. Le 13 n'est pas défendu. Il était recevable. Ok, très bien. Après, donc, voilà. Donc, nous passons à l'article 5, qui n'a pas d'amendement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Après article 5, le 7, Monsieur Rancoul. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à communiquer, à lancer une campagne de communication et de sensibilisation sur les réserves communales de sécurité civile afin d'informer la population et les élus de l'existence de ces dispositifs afin de les développer sur le territoire. Les réserves communales sont un bon vecteur, justement, je pense, pour acculturer la population au risque de sécurité incendie, de sécurité civile en règle générale. Et donc, je pense que c'est important. Je pense qu'on a été plusieurs groupes à évoquer, monsieur le rapporteur, ainsi que la NUPES, on a évoqué l'importance de communiquer sur ce sujet. On a la possibilité, justement, de concrétiser cela en lançant une campagne de sensibilisation sur ces réserves communales de sécurité civile. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, sur le 7. Merci Madame la Présidente. Donc, en effet, chers collègues, c'est ce que je disais dans les propos introductifs et sur les différents échanges que nous avons eus jusqu'à maintenant. 679 réserves communales de sécurité civile à l'échelle de 35 000 communes, c'est bien trop peu. C'est pourquoi, évidemment, je suis sur un avis favorable concernant cette sensibilisation pour informer la population et les élus de l'importance de ce sujet. Monsieur Aubry, vous vouliez réagir ? Merci Madame la Présidente. Je pense qu'en effet, c'est une très bonne chose de lancer ce genre de campagne. Moi, je le vois sur ma circonscription. Hein, ces réserves communales, ils sont une poignée à en faire partie. Souvent, ce sont des retraités. Je pense que ça permettrait peut-être à davantage de jeunes de connaître ces réserves communales et peut-être de leur donner le goût de l'engagement afin de les intégrer, de se mettre au service de la collectivité. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 7 qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Chers collègues, nous en avons fini. Vous pouvez courir en séance. Ah, on avait adopté le texte, pardon. Oh, allez, juste une seconde de plus. Est-ce que vous voulez bien qu'on adopte le texte? Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À tout de suite.